Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le haut-commissaire Thierry Lataste. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à un mois et demi maintenant des élections provinciales du 12 mai. On imagine que ça va être le gros dossier des prochaines semaines. Quel est le calendrier? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, il y a quelques formalités qui ne sont pas négligeables. Nous serons dans le recueil des candidatures, notamment, puisque les listes ne sont pas encore déposées. Elles pourront l'être jusqu'au 23 avril. Et il y a ensuite un temps d'examen de ces listes. Elles seront définitivement arrêtées de vérification et elles seront définitivement arrêtées le 27 avril. C'est là qu'on connaîtra ceux qui seront en compétition. Et bien sûr, ça dessinera le paysage. Vous vous attendez à une grande dispersion des listes ou pas de pronostic pour l'instant? On voit beaucoup de partis ou d'individualités qui souhaitent être présentes pour ce rendez-vous. Oui, je crois que tout n'est pas mûr. Donc on est dans la phase où les uns et les autres s'expriment, où il y aura sans doute un temps de décantation. C'est souhaitable pour la clarté, je pense, des choix offerts aux Calédoniens. Pour le reste de la préparation, c'est par rapport au référendum du 4 novembre... il y a beaucoup moins de choses, c'est plus habituel, disons, c'est une élection classique comme on a déjà vu. Voilà, c'est une élection qui revient tous les 5 ans et il n'y a rien de nouveau dans le cadre juridique dans lequel elle s'accomplit. On est dans la phase, effectivement, où tous ceux, j'appelle leur attention là-dessus, tous ceux qui ont eu 18 ans depuis le 4 novembre, tous doivent vérifier qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, ils ont une possibilité de faire un recours jusqu'à vendredi prochain, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Le tribunal ensuite fera droit ou ne fera pas droit à ces demandes. Il y a un autre point sur lequel je voudrais appeler l'attention, ce sont les procurations, puisque les procurations qui ont été utilisées pour le référendum ne sont pas valables pour cette élection, et donc ceux qui ont l'intention de voter par procuration, parce qu'ils sont des communes insulaires par exemple, doivent bien souscrire une procuration sur le modèle classique, sur le modèle de toute élection générale. On revient au modèle classique, c'est-à-dire c'est pas comme le référendum où il fallait vraiment avoir un dispositif, une motivation particulière pour ne pas voter, une justification particulière. Là, on peut faire ses procurations. C'est plus déclaratif. Alors, la liste électorale spéciale pour les provinciales a été publiée ce matin, une liste provisoire qui compte 169 617 électeurs. Provisoire parce que, vous le disiez, il y a la période des recours qui va s'ouvrir. On a l'impression qu'elle a été établie sans polémique par rapport aux années précédentes. C'est un bon signe? Pour ce qui me revient du fonctionnement des commissions administratives spéciales dans chaque commune, effectivement, à la fois les magistrats qui les président, les observateurs des Nations Unies qui y participent, et les représentants du haut-commissaire qui sont désignés dans chacune des communes, nous font des remontées qui montrent que les choses se passent de manière fluide. Ça vient de quoi? C'est parce que le fait d'avoir travaillé sur les listes pour les élections précédentes et puis pour le référendum, ça a permis d'écarter un peu tous les litiges. Et maintenant, on a des listes qui sont, entre guillemets, vraiment propres, où il y a vraiment les gens qui doivent y être. C'est ce qui justifie cette accalmie. Je pense que vous avez tout dit, fort bien dit. Mais effectivement, je crois que le gros du travail a été fait, il n'est plus contesté. Et on est maintenant sur des choses assez stabilisées, même si la vie fait qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui atteignent 18 ans, mais il n'y a pas de mouvement significatif et il n'y a pas de cas de figure qui n'aurait pas été examiné et tranché jusqu'à présent. Alors la polémique, en revanche, c'est toujours l'ouverture ou non du corps électoral et de cette liste électorale spéciale. Ce sera sans doute l'un des thèmes de cette campagne provinciale. On a déjà entendu les prises de position des uns ou des autres, avec notamment le porte-parole du FLNKS qui déclarait samedi qu'il n'y aurait ni consensus, ni discussion, ni négociation sur cette question. C'est inquiétant, cette crispation, ou ça vous paraît faire partie du jeu politique normal ? C'est le jeu politique normal, et c'est le jeu politique normal pour demain ou pour après-demain, puisque ce dont on parle, c'est de l'après-accord de Nouméa. Aujourd'hui, les élections provinciales s'organisent sur le corps électoral spécial tel qu'il a été défini dans l'accord de Nouméa. Il est normal que les forces politiques se projettent au-delà et expriment ce que serait leur souhait pour l'après-accord de Nouméa. Mais c'est une discussion politique qui devra intervenir et qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Et ces chiffres d'inscrits révèlent aussi le poids électoral différent des élus en fonction de leur province, puisqu'on voit que le nombre d'électeurs inscrits par province est effectivement très différent, même si le nombre d'élus est aussi bien sûr différent. Est-ce que c'est tout de même, ça revient, ça aussi régulièrement dans les campagnes notamment, est-ce que c'est une faille de l'accord de Nouméa? Est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit davantage attaché à l'évolution démographique de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait dû corriger plus tôt?
L'accord de Nouméa, et notamment ses dispositions qui concernent le corps électoral, est par essence, par définition, une période temporaire. C'était les 20 ans ou les 30 ans qui avaient été souhaités pour la solution consensuelle et pour un équilibre à trouver. Il ne stipule pas pour l'avenir. Et ça sera sans doute une des principales difficultés des discussions politiques qui interviendront pour l'après-accord de Nouméa si le lien de souveraineté avec la France reste ce qu'il est aujourd'hui. Oui, parce que ce 12 mai, ces élections du 12 mai, ça marque bien le début de la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Là, on est d'accord, puisqu'il y a eu des polémiques sur l'accord est-il fini, n'est-il pas fini. Là, c'est bien la dernière mandature, il n'y en aura plus après, a priori. Il y a une position importante qui est celle que le Conseil d'État a prise après la question que lui posait le Premier ministre. Le Premier ministre l'a interrogé au mois de septembre dernier pour savoir quel corps électoral serait applicable en 2019. Il s'agissait de faire confirmer par une autorité indépendante et incontestable ce que les uns et les autres disaient et savaient. Le Conseil d'État a donc confirmé que c'était bien le corps électoral restreint tel qu'il est aujourd'hui défini qui s'appliquerait en 2019. Et il a, à cette occasion-là, précisé que le second référendum devrait avoir lieu avant le 3 novembre 2020 et le troisième référendum avant le 3 novembre 2022. Donc on voit bien que le temps qui reste à parcourir sous l'empire de l'accord de Nouméa, il s'inscrit dans le mandat qui va s'ouvrir après le 12 mai. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer après le 12 mai en matière d'avenir institutionnel ? On a entendu parler ici ou là, et même d'ailleurs de la part de la ministre des Outre-mer, d'éventuelles discussions. Est-ce que vous pensez que après ces élections provinciales, il y aura une donne politique nouvelle qui permettra effectivement d'ouvrir éventuellement des discussions sur l'avenir ? L'élection en elle-même, son résultat, le poids relatif qu'auront chacun des compétiteurs, c'est le paysage politique dans lequel va s'inscrire l'après-accord de Nouméa. Ce que je viens d'indiquer du calendrier dessiné par le Conseil d'État, ça veut dire que c'est cette législature nationale, donc cette majorité parlementaire, c'est ce président de la République, puisqu'on sera dans le mandat qui court jusqu'en 2022, et c'est le paysage politique calédonien tel qu'il sera dessiné le 12 mai prochain, qui vont avoir à discuter l'après-accord de Nouméa. Alors je ne sais pas s'il y aura des modifications significatives dans le poids relatif des différentes forces en Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas c'est la pesée, c'est la mesure qu'auront constitué les élections provinciales qui va dessiner ce paysage politique. Il sera nécessaire, je pense, le Premier ministre a parlé d'espace de dialogue, il sera nécessaire de reprendre contact sous une forme à déterminer, peut-être d'abord de manière bilatérale, ensuite de manière plus collective avec les forces politiques après le 12 mai, après la reconstitution des institutions, des exécutifs. Il y a pas mal de tâches à accomplir pour les élus calédoniens au lendemain des élections. La mise en place des assemblées de province, du congrès, du gouvernement, effectivement, ça va nous amener assez tardivement. Vous attendez un renouvellement ou non de la classe politique ? On en parle beaucoup pour l'instant avec ce passage de témoin d'une génération à l'autre. Et globalement, la génération accord de Nouméa qui va passer le relais, est-ce que vous le ressentez dans vos interlocuteurs ou est-ce que vous avez le sentiment d'une certaine continuité aujourd'hui encore ? On le verra le 23 avril, si vous le permettez. J'ai entendu, c'est souhaitable, des forces politiques tout à fait significatives exprimer un souhait de renouvellement. Il faudra vérifier que ce sera bien le cas lorsque les noms figureront sur les listes. Vous avez l'impression que ça traîne encore un peu, que c'est pas forcément encore déterminant ? Je pense que c'est inégalement le cas, puisqu'on voit d'ores et déjà des forces qui sont en campagne et qui ont choisi d'être menées par des gens qui ont autour de 40 ans. Ça, c'est un renouvellement, c'est pas le cas partout, me semble-t-il. Alors l'un des thèmes de la campagne provinciale, ce sera aussi, et vous le savez, la délinquance, l'insécurité. C'est vraiment l'une des compétences de l'État, le respect de l'ordre public. Quel est le bilan de la délinquance ? Vous sentez bien que les Calédoniens ont toujours l'impression que le compte n'y est pas, et il y a toujours ce sentiment ou cette réalité de l'insécurité, que ce soit à Nouméa d'ailleurs ou dans l'intérieur. Vous le ressentez vous aussi ? Est-ce que les chiffres le disent ? Deux domaines, hein, ce qu'on appelle les atteintes aux biens, donc tout ce qui est cambriolage, vol de voitures, etc. Dans les 2 dernières années, il y a eu des baisses successives de 1,7 et de 1,3%
qui succède à une augmentation de 11% entre 2014 et 2016. Donc la situation, je dirais, est contenue, même si chaque fait commis est insupportable pour ceux qui en sont les victimes, et j'en suis bien conscient. Il y a des augmentations entre 4 et 5% de ce qu'on appelle les atteintes volontaires à l'intégrité physique, donc les agressions physiques, le plus souvent sur fond d'alcool, le plus souvent dans le milieu familial, et c'est moins ce dont parlent les Calédoniens. Nous avons arrêté avec le procureur de la République l'an dernier, au mois de juin, une stratégie pour les 2 années 2018-2019. Elle est déployée aujourd'hui. Elle repose sur plus de contacts avec la population, sur une présence accrue sur la voie publique, et puis bien sûr sur un partenariat avec les forces. Alors c'est vrai dans les quartiers de police de sécurité du quotidien. Je pense en particulier à Pierre-Lanquette, Tindu, Montravel. C'est vrai également dans les brigades de gendarmerie les plus impactées. Je pense à Pont-des-Français, je pense à Dumbéa. Nous avons des moyens qui ont été renforcés. Vous savez qu'il y a 15 policiers qui sont arrivés pour le groupe de sécurité de proximité. Vous savez qu'on a une unité canine avec 2 chiens et 7 fonctionnaires de police qui fait un très bon travail à la fois de poursuite de délinquants et de gestion de groupes alcoolisés, ce qui peut se produire. Même si les chiens sont eux aussi attaqués maintenant en Nouvelle-Calédonie. Absolument. Et vous y faisiez allusion, la police de sécurité au quotidien, donc la Calédonie le Nouméa est une ville expérimentale en la matière. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on voit vraiment, est-ce que ça traduit déjà une efficacité particulière? On a de bons résultats sur ce quartier. On a des inquiétudes sur des quartiers voisins parce qu'il y a sans doute des effets report aussi, notamment Rivière-Salée, où les chiffres étaient moins satisfaisants. Nous y avons installé avec Sonia Lagarde, avec la maire de Nouméa, un dispositif de participation citoyenne, comme il y en avait un à Magenta. J'appelle d'ailleurs, parce qu'on a besoin d'un ressenti, d'une itération avec la population. On a lancé une enquête d'opinion sur les attentes et la manière dont les gens percevaient l'action des forces de police. Et c'est le commissariat sur le quartier, on l'a lancé. Les questionnaires sont disponibles dans les bureaux des bailleurs sociaux, au commissariat de quartier. Ils sont aussi disponibles sur le site du Haut-Commissariat par Internet, et on appelle les gens du quartier à nous dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils attendent, ce qu'ils mesurent comme évolution, parce qu'on essaie d'ajuster à leurs attentes le dispositif. Et alors ça doit être une zone expérimentale, ça veut dire que Paris ou le ministère de l'Intérieur regarde aussi avec attention ce qui se passe là pour savoir si ça peut être un exemple à transférer ailleurs, à installer ailleurs. Nouméa a eu la chance, c'était une annonce du Premier ministre, de figurer dans la liste des 15 premiers quartiers France entière. Un des 15 premiers quartiers retenus, c'était celui-là. Il y a eu depuis une seconde vague en métropole d'une quinzaine de quartiers également, mais en tout cas Nouméa devient un des anciens et un de ceux dans lesquels l'expérimentation est en cours. C'est pour ça qu'on essaie d'évaluer. Ça reste l'une de vos préoccupations de l'ordre public, cette lutte contre la délinquance. Des efforts doivent encore être faits en la matière? C'est une responsabilité majeure de l'État. Je peux témoigner du fait que policiers et gendarmes, tous les jours, appréhendent, défèrent devant la justice, réagissent. Mais il faut être conscient que on est face à des phénomènes de société qui a d'autres dimensions que la dimension répressive. Alors elle est nécessaire et il faut que la police et la gendarmerie soient là, il faut que l'autorité judiciaire prononce des sanctions, mais il faut aussi qu'un travail soit accompli en matière de prise en charge psychologique, en matière de prévention des addictions, en matière d'insertion professionnelle. Il y a toute une série de responsabilités qui ne relèvent pas seulement de l'État et qui relèvent des collectivités. C'est peut-être la province, c'est peut-être le gouvernement, ça peut être les communes sur lesquelles l'action doit être aussi déterminée que celle de l'appareil répressif. Il y avait eu tout un renfort de sécurité au moment du référendum du 4 novembre. Là, pour les provinciales, il n'y a rien de prévu, pas de dispositif particulier? Nous, on aura un dispositif de sécurité, mais à partir des moyens dont je dispose et qui sont déjà considérables. Et qui sont suffisants. Et qui sont suffisants, qui sont 20% de plus que ce qu'il y a dans un territoire de population comparable de métropole. Alors c'est vrai qu'il y a la distance, il y a du terrain à couvrir, etc. Mais on a de quoi faire face. La lutte contre l'insécurité routière, c'est aussi bien sûr une priorité.
Est-ce que vous êtes convaincu par le nouveau plan qui a été arrêté par le Congrès avec cet objectif 0 mort dans 25 ans et un certain nombre de mesures? Ça vous paraît tenable? L'objectif, bien sûr, on ne peut que le partager. La méthode pour y arriver, le fait de savoir si elle est suffisante, interpelle. Hein. Je dis, je redis. Enfin, on a aujourd'hui, là aussi, une répression assez forte. On a 3 fois plus de mise en cause que la moyenne nationale sur l'alcool au volant. On a 4 fois plus sur la vitesse et les excès de vitesse. Donc policiers et gendarmes sont sur le bord des routes et la gendarmerie consacre 20% de son temps à la lutte contre l'insécurité routière. Mais il y a des méthodes qui ont marché ailleurs, qui ne sont pas forcément populaires. Je suis conscient que moi je ne me présente pas devant les électeurs, mais sur lesquels on ferait bien de réfléchir. Par exemple, la diminution de vitesse. La diminution de la vitesse, on sait, il y a des études statistiques dans le monde entier, une diminution de 1% de la vitesse, c'est une diminution de 4% du nombre de tués. Donc vous voyez, si on passe de 110 à 90, l'impact qu'on peut en attendre sur le nombre de victimes, enfin, qu'il s'agisse des tués, qu'il s'agisse des blessés, qu'il s'agisse du nombre d'accidents, même si en des métropole, radars automatiques, un permis à pointe, tout ça, ça a marché ailleurs. En métropole, ils sont tout de même en train, devant la grogne, de réviser un peu ces 80 km/h par exemple. Ici aussi, ça devrait être adapté précisément en fonction des tronçons. Bien sûr, la Calédonie a la chance de se gouverner elle-même, elle a la chance de pouvoir coller à des réalités de terrain de manière beaucoup plus proche que ne peut le faire le Parlement. Le Parlement en métropole, mais l'uniformité à 110, qui est quand même beaucoup le cas, est manifestement excessive et décalée par rapport à ce qui se passe d'ailleurs dans le reste du monde. Si vous voyagez, vous le verrez. Et le permis à points, on objecte toujours que de toute façon, il faudrait d'abord que tous les Calédoniens aient leur permis avant de mettre des points à ceux qui ont déjà un permis. Vous pensez que ça peut être efficace quand même? C'est efficace, c'est dissuasif. On a besoin de son permis de conduire, on en a besoin professionnellement, on en a besoin lorsqu'on se déplace à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, on en a besoin en Nouvelle-Calédonie. Alors certes, il y a des gens qui conduisent sans permis, la répression est là pour y faire face, mais on ne peut pas se satisfaire d'une absence de réglementation quand on a chaque année 50 morts, quand on a une augmentation de 20% du nombre d'accidents l'an dernier, 20%. C'est autant de drames, autant de familles qui sont endeuillées, autant de gens qui vont supporter un handicap, peut-être pour leur vie tout entière. Il y a un esprit de responsabilité à avoir face à ces phénomènes. Le Congrès en a fait preuve en votant cet objectif de 0 mort. Il faut se donner les moyens de l'atteindre. Et donc les propositions que vous formulez, ou les recommandations que vous formulez, pourraient être intégrées progressivement par le Congrès dans le dispositif de sécurité routière de la Nouvelle-Calédonie? Nous allons, à la demande du gouvernement de Calédonie, la délégation interministérielle à la sécurité routière qui porte cette politique au plan national, va envoyer une mission en Nouvelle-Calédonie pour expertiser ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui pourrait être fait. Ça sera dans le trimestre qui vient. Et donc le nouveau congrès pourra se saisir effectivement des conclusions de cette mission. Alors, autre gros sujet de préoccupation en Nouvelle-Calédonie, le nickel. On en est où? Et est-ce que l'État pourrait, comme il l'a fait il y a quelques années, 2016 je crois, réintervenir pour aider les opérateurs qui sont tous dans des situations assez délicates, pour ne pas dire catastrophiques pour certains d'entre eux? Est-ce que c'est encore envisageable ou est-ce que ce temps-là est vraiment révolu? Les engagements qui ont été pris en 2016 ont été pour partie tenus, pour partie valent sur des projets qui se développent encore. C'est le cas pour l'usine du Sud du dispositif dit Lucie, pour lequel il y a à la fois garantie et défiscalisation annoncée. Donc c'est à l'entreprise d'avancer, de présenter, de préciser maintenant le contenu du projet, son rythme d'avancement, mais c'est des engagements que l'État tiendra. Monsieur Darmanin est allé sur site, le ministre du Budget et des Comptes Publics, pour mesurer l'ampleur du chantier à venir et la hauteur de l'engagement financier de l'État qui sera considérable. C'est le cas aussi, puisque c'est une dimension absolument
essentiel pour la SLN, c'est le cas de la nouvelle centrale électrique, dite centrale C à Doniambo. Le projet tarde à se définir, mais l'État est là aussi engagé. Il faudra que le projet se mette au point dans la transparence et et avec une définition qui tienne compte d'évolutions extrêmement rapides. Je pense aux énergies renouvelables qui se développent par ailleurs. Donc les termes de l'équation bougent au moment où le projet se définit, mais ce sera, lorsque cette centrale entrera en service en 2023, 2024 ou un peu au-delà, si on continue à prendre du retard, ce sera une dimension essentielle de la compétitivité de la SLN. Et vous savez qu'il y a un débat aujourd'hui, d'ores et déjà, sur le prix de l'énergie qui est cédé à la SLN et la part qu'elle reçoit de l'énergie hydroélectrique très peu coûteuse de IAT. Donc tout ceci sont des sujets qui sont présents aujourd'hui. La SLN est dans une situation qui me paraît extrêmement préoccupante. Je ne sais pas si tout le monde en est conscient, mais effectivement, elle a consommé du cash, hein, comme on dit, dans les dernières années. Et elle arrivera sans doute, c'est ce qu'ont exprimé les dirigeants d'Eramet et le directeur général de la SLN. Elle arrivera sans doute au début de l'année prochaine à ne plus avoir de réserve. Il faut donc redresser vite. Voilà, mais alors comment on peut faire? Parce que vous parlez effectivement de cette nouvelle centrale à l'horizon 2023. Certains disent la SLN sera en cessation de paiement à la fin de l'année. Donc comment est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il est envisageable que l'État à nouveau vienne en aide, ou est-ce qu'il faut tout faire pour réussir à mettre en œuvre le plan de sauvetage qui a été présenté par la PDG d'Eramet? Comment est-ce qu'on peut faire? Je ne vois pas comment l'État pourrait, sur une entreprise concurrentielle, venir à nouveau en aide avec une entreprise qui a perdu autant d'argent dans les trois dernières années, qui ne serait pas sur une trajectoire où on puisse accorder un crédit au fait qu'elle redevienne compétitive et qu'elle gagne à nouveau de l'argent, d'autant plus qu'on n'est pas sur des cours du nickel qui sont historiquement effondrés, quoi, hein. On est sans doute sur ce que sera une trajectoire moyenne dans les années à venir des cours. Donc il y a beaucoup de travail à faire à l'intérieur de la SLN. Ça réclame un travail entre partenaires sociaux qui n'est pas abouti, on le constate à Thio. Ça réclame un travail avec les populations locales. On a vu qu'à Kouaoua, le travail a pu reprendre. La serpentine tourne, le centre minier produit. Ça suppose dans le plan qui est présenté de progresser sur le terme de l'énergie, on vient d'en parler, et puis il y a la possibilité de valoriser mieux et plus les minerais qui ne vont pas à Doniambo, qui néanmoins présentent une valeur marchande à l'exportation. Je crois que la SLN a présenté au gouvernement de la Calédonie des demandes d'exportation pour tirer parti de cette ressource complémentaire. Je pense qu'elles seront examinées avant la fin du mandat. Et vous pensez que c'est plutôt favorable, enfin que le gouvernement devrait effectivement autoriser ces demandes d'exportation, si c'est vraiment l'un des moyens de sauver la SLN? C'est au gouvernement de se déterminer. C'est une responsabilité qui lui revient. Ce que je mesure, c'est la gravité de la situation dans laquelle est la SLN, et je mesure aussi le séisme que serait effectivement une mise en règlement judiciaire de la SLN, parce qu'elle serait en état de cessation de paiement. Donc j'espère ne pas me projeter dans quelque chose de trop négatif, mais il faut s'en donner les moyens. Et sur les prix de l'énergie, qui sont effectivement aussi l'un des verrous de la situation, est-ce que le représentant de l'État peut intervenir dans un sens ou dans un autre, conseiller les différents opérateurs? Alors l'État, non pas son représentant que je suis, mais l'État par le biais de l'autorité indépendante qui régule en métropole et qui vient ici pour conseiller le gouvernement de Calédonie, la commission de régulation de l'énergie. L'État a apporté des conseils, des préconisations, des suggestions d'évolution sur la grille des tarifs, la manière de faire. Une mission est en train de se terminer ces jours-ci dans ce cadre-là. Parce que ces derniers jours, on a plutôt l'impression d'une situation de blocage entre les deux opérateurs, entre Nercal et SLN. Effectivement, il y a eu, je crois, une position du conseil d'administration d'Enercal à l'unanimité. Je pense qu'il faut hiérarchiser les enjeux. Et ce que je viens de dire sur la situation de la SLN est le témoignage en tout cas d'une perception par l'État de la gravité de la situation à laquelle cette entreprise est affrontée. L'État est
indirectement actionnaire d'ailleurs de la SLN, vous le savez, puisqu'il a une participation significative dans Eramet. Et donc il a son mot à dire quand même. Il le dit comme actionnaire. Autre sujet de préoccupation, je suis désolé, je vous parle que des choses qui vont mal. Le foncier, on a l'impression d'un regain. Ça fait quelques années, mais peut-être plus de manière plus vive ces derniers mois, d'un regain des revendications foncières. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez avec inquiétude, et est-ce que là aussi vous pouvez faire quelque chose? Alors ce qui me frappe, c'est qu'il y a un regain de tension en matière foncière, mais quelquefois entre Kanak, en fait, dans le milieu Kanak, pour déterminer qui a des droits, qui n'en a pas. De quelle manière on a eu des incidents jusqu'à des meurtres sur la côte Est, si vous vous souvenez, dans les dernières années. Donc il y a effectivement, et ça n'est pas une surprise, le sujet foncier reste en Nouvelle-Calédonie. Par contre, je n'ai pas la perception, et je ne crois pas qu'il y ait une espèce de mouvement politiquement conduit, revendicatif, qui redonne de l'ampleur à la revendication foncière. La DRAF continue à travailler, elle a ses équipes, elle a ses experts, elle procède à des acquisitions, elle procède à des attributions, même si on n'est pas sur les niveaux qui ont été atteints à la fin des années 80 ou au début des années 90. C'est un outil qui conserve tout son savoir-faire et qui apporte des solutions. Et puis on a des situations de tension, mais elles peuvent se produire d'autres manières dans l'agglomération de Nouméa, mais là on est dans un autre contexte, je dirais, lorsqu'on est à Doumbéa ou à Nouville. C'est un autre débat, effectivement. On est 5 mois après le référendum du 4 novembre. Quel regard est-ce que vous portez sur ce rendez-vous, et quelle est votre analyse de la situation? Certains disent qu'on a l'impression d'être revenu 30 ou 40 ans en arrière. Vous qui êtes signataire de l'accord de Nouméa, vous qui avez suivi toute l'évolution de la Calédonie de très près ces dernières années, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plutôt inquiet? Vous avez l'impression effectivement qu'on est revenu dans un climat qu'on a pu connaître il y a quelques décennies, ou est-ce que vous estimez que les 30 ans qui viennent de s'écouler ont quand même apporté quelque chose et ont changé un petit peu le rapport entre les hommes et l'évolution possible du territoire? Il s'est passé beaucoup de choses, et beaucoup de choses positives dans ces 30 ans, et personne ne peut le nier. Pour ceux qui se rappellent de quelques données fondamentales de la Nouvelle-Calédonie après les événements, et au moment où Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou signaient les accords de Matignon, puis les accords Oudinot, puis l'accord de Nouméa est intervenu une dizaine d'années ensuite. Les expressions politiques me semblent s'être durcies, effectivement, et ça m'a frappé en revenant il y a presque 3 ans, et c'était sans doute, bien sûr, dans la perspective du référendum ou des consultations référendaires qui restent à l'horizon aujourd'hui. Il y a d'autres satisfactions, c'est que si je me reporte aux inquiétudes qu'on pouvait avoir l'an dernier à la même époque, c'est le fait du niveau de la participation qui a été atteint à 81%, le fait qu'il n'y a eu aucune contestation interne sur la loyauté, la sincérité du scrutin, le résultat tel qu'il est apparu. Il n'y a pas eu de recours juridique, et ceux qui n'avaient pas souhaité participer n'ont pas participé, mais le niveau de participation atteint montre les choses. Le regard international qui était souhaité, mais aussi un peu craint sur une sorte de contestation qui pourrait venir de l'ONU ou d'ailleurs, du Forum, etc. Les gens sont venus observer, ils ont observé que les choses s'étaient passées de manière démocratique, et que la Nouvelle-Calédonie s'était exprimée de manière apaisée, de manière significative et de manière non contestable. Donc tout cela sont des acquis, je dirais, de cette première consultation référendaire. Le paysage politique tel qu'il a évolué, notamment l'éclatement dans chacun des camps, où les tensions qui peuvent y exister ne facilitent pas les concessions et le chemin à faire vers l'autre. C'est un des obstacles que devront surmonter en maturité les forces politiques calédoniennes. Parce qu'on est revenu un peu à 2 blocs et il reste encore 2 référendums. Donc il y a quelques inquiétudes ou quelques incertitudes en tout cas.
Il y a un jeu qui reste ouvert. Les choses vont venir très vite. Vous savez, les provinciales sont le 12 mai, les municipales qui comptent aussi seront à l'horizon du mois de mars de 2020, et le référendum, il devra avoir lieu, je ne sais pas quelle date, c'est les élus du Congrès en le demandant qui en décideront, mais il devra avoir lieu en tout cas avant novembre 2020. Donc tout ça va s'enchaîner quand même en laissant peu d'espace sans horizon de joute électorale et de combat électoral. Donc ça réclamera beaucoup de maturité, beaucoup de capacité à aller les uns vers les autres s'il faut se projeter sur un après-accord de Nouméa. Et alors vous-même, monsieur le commissaire, nous arrivons au terme de cette interview. Est-ce que vous allez participer à cette nouvelle phase ? Quel est votre avenir ? Et ne me répondez pas que vous êtes au commissaire d'un mercredi à un mercredi. Je veux plus de précision. Non, Vous êtes revenu il y a j'ai 65 ans, donc je viens d'appeler un renouvellement des forces politiques. Enfin, elles auraient elles-mêmes exprimé et souhaité. On mesurera si elles savent le faire. Donc, il sera sage, effectivement, qu'il y ait un autre représentant de l'État dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais effectivement, il n'y a pas il n'y a pas de contrainte statutaire, je veux dire, qui fasse que le gouvernement soit contraint de me remplacer à telle ou telle date. Un préfet, un ambassadeur ne s'exprime pas sur la durée de son mandat, puisqu'elle dépend de l'autorité qui nomme, c'est-à-dire le président de la République en conseil des ministres. Il y a un usage de ne pas changer les préfets en période électorale. C'est le cas ici, donc je m'attends à rester en responsabilité jusqu'aux provinciales et aux européennes. Ensuite, ce sera au gouvernement de choisir le meilleur moment pour la relève. Jusqu'au 26 mai, vous donnez des assurances. Pour cette période dont on vient de parler, qui nous amène jusqu'en 2022, il faudra quand même que l'État soit représenté par un bon connaisseur de la Nouvelle-Calédonie, non ? On ne peut pas s'improviser dans cette période-là. Vous savez, il y a eu des profils très différents en Nouvelle-Calédonie. J'ai été un jeune haut-commissaire, je suis haut-commissaire proche de la retraite. Ça a été le cas pour certains de mes prédécesseurs. Certains sont venus avec une expérience antérieure. C'était mon cas, celui d'Alain Christart. On avait été secrétaire général, on est revenu comme haut-commissaire. D'autres, comme Yves Dassonville ou d'autres, sont venus sans avoir eu une connaissance sur le terrain, je dirais, de la Nouvelle-Calédonie. Donc, toutes les cas de figure me paraissent possibles, et ça a des avantages et des inconvénients de trop connaître aussi. Merci Thierry Latas, merci monsieur le commissaire d'avoir accepté notre invitation dans Spaghetti Transparence.